croissance économique française est comprise entre moins 0,1 et plus 0,1. Donc, autant dire qu'on n'est pas en récession, puisque la récession, c'est 2 trimestres d'affilée de baisse du PIB, mais on a une sorte de ce qu'on appelle une récession de croissance. L'année dernière, la croissance du PIB a dû ressortir à 0,2%, autant dire rien. Nous démarrons 2013 sur les rotules. On démarre sans élan, quel qu'il soit, et toute chose égale par ailleurs, nous allons plutôt vers une stabilité, voire une légère baisse de l'activité productive de nos entreprises sur le territoire. Vous allez voir que à peu près tous les indicateurs convergent pour confirmer cette prévision. Nous avons connu pour l'industrie agroalimentaire française un record pour l'excédent commercial. Nous avons dégagé un excédent commercial de 9,1 milliards d'euros. Quand on connaît le déficit pour l'ensemble de l'industrie française, de l'ordre de 65 milliards d'euros, on se dit que c'est une performance qui est absolument exceptionnelle. On a des exportations qui ont progressé de manière très conséquente, de l'ordre de 7,5 à 8%. Et pourtant, ces chiffres-là, là aussi, sont flatteurs. Ils sont flatteurs parce que notre excédent commercial, il est très limité à certaines grandes familles de produits. Soyons clairs, nous avons 9,1 milliards d'euros d'excédent commercial, dont 10,2 milliards viennent des boissons. C'est-à-dire que hors boissons, déjà, on est déficitaire de plus d'1 milliard. Donc vous prenez les boissons, les produits laitiers, les produits à base de céréales, vous avez tous nos produits excédentaires. Tout le reste, on est fortement déficitaire. C'est les produits transformés à base de viande, les produits transformés à base de fruits et légumes, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée. La variation des exportations m'interpelle tout simplement parce que nous payons aujourd'hui un tribut bien à la crise que nous connaissent nos voisins, parce qu'on a beau faire des comités stratégiques pour aider l'Asie, enfin les exportations vers l'Asie, 60% de nos flux commerciaux, c'est vers nos voisins de la zone euro. Alors, il faut déjà le savoir. Et donc si la demande que vous avez adressée par nos voisins est moins forte, parce que la croissance est moins forte, nous le payons en termes d'exportation moins dynamique. Deuxième point qui m'intrigue là-dessus, eh bien, c'est la baisse de régime assez notable de nos importations. D'ailleurs, si on importe moins, on a plus d'excédent commercial, tant mieux. Mais ça veut dire aussi que c'est le reflet d'une demande qui est moins intense de la part à la fois de nos industriels et, in fine, du consommateur final. Et ça, c'est un point qui n'est pas forcément très réjouissant. Notre prévision est d'une poursuite de cette tendance sur 2013, puisque nous anticipons à l'heure actuelle, à législation et à conjoncture inchangée, nous estimons encore que nous risquons de perdre encore 5000 emplois sur l'ensemble de 2013. Là encore, le niveau d'emploi dans l'industrie agroalimentaire française, donc c'est la courbe orange, et dans l'ensemble de l'industrie française. C'est la variation de l'emploi que l'on voit, enfin c'est le niveau d'emploi. Ce que l'on voit, c'est depuis une décennie, et plus encore depuis 2008-2009, c'est tout simplement le reflet de la désindustrialisation de la France, puisque vous voyez que depuis moins de 10 ans, on a perdu 15% de nos effectifs industriels, alors que sur ce graphique, on voit que nous sommes pour prou dans l'industrie agroalimentaire au même niveau d'emploi que nous étions en 1998. Il y a très peu de secteurs industriels qui peuvent se prévaloir d'un bilan comme celui-là. Donc nous sommes dans une inquiétude qui est mesurée, mais nous avons tout de même su et pu résister à la désindustrialisation qui a laminé le tissu industriel français. Alors, pourquoi cette baisse de la consommation ? Il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons structurelles. La raison conjoncturelle, c'est tout simplement la baisse du pouvoir d'achat des ménages, à la fois par tête, le pouvoir d'achat par Français a reculé, mais aussi le pouvoir d'achat global. Sachant que tous les ans, on est de plus en plus de Français, si le gâteau est moins grand, qu'il y a de plus en plus de convives, bien entendu, vous voyez que ça a un impact. Deuxième élément qui, lui, est plus structurel, eh bien, c'est que l'alimentaire, aujourd'hui, est devenu une vraie variable d'ajustement dans la consommation des ménages. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 33% des dépenses des ménages sont ce qu'on appelle des dépenses préengagées.
C'est-à-dire quoi, des dépenses préengagées? Ça veut dire que ça sort de mon compte en banque en début de mois, avant même que je puisse y toucher. C'est tout ce qui est loyer, assurance, mon abonnement téléphonique, etc. Aujourd'hui, ça représente 1 euro sur 3. C'est la marge brute de l'industrie agroalimentaire française, des entreprises agroalimentaires. On a perdu 14 points de marge brute, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée de nos entreprises. On a perdu 14 points depuis 2008. On estime que nous avons atteint un plancher historique à 23% l'année dernière. Donc vous voyez un chiffre d'affaires qui doit être aujourd'hui aux alentours de 3,8 milliards d'euros pour les entreprises agroalimentaires de la région centre, un peu plus de 10 000 salariés pour 450 entreprises. Ce qui est intéressant, c'est le taux de marge brute qui est supérieur à la moyenne nationale. Bon, là c'était à la belle époque, je dirais encore, puis c'était des données 2010. Bon, vous avez vu malheureusement les dommages qui ont été faits au cours des 2 dernières années. Donc il y a forte chance qu'il s'est diminué, tout comme le taux de marge nette. Vous voyez, c'est quand même des taux de marge nette de l'ordre de 3% en 2010, qui était une bonne année. C'est quand même des marges qui sont faibles, qui sont à peu près équivalentes à celles qui se font dans la grande distribution, sauf que le business model n'est pas du tout le même. Quand on parle de 7 grands distributeurs, vous avez déjà 451 entreprises qui sont comptabilisées dans la région centre. Donc vous voyez, taux d'exportation qui est assez sensiblement inférieur à la moyenne nationale. C'est à la fois une chance et une malchance. La malchance, c'est parce que forcément, quand la consommation domestique diminue, eh bien, c'est bien d'avoir un point d'appui et de rebond à l'étranger. C'est aussi une chance d'être très tourné sur le marché français. Pourquoi? Parce que le marché français, c'est un des seuls marchés européens dont on est sûr qu'il va progresser au cours des prochaines décennies. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça notamment à cause d'une question toute simple de démographie. Tous les ans, on a de plus en plus de Français. Il y a certes un sol migratoire qui est favorable, il y a aussi une natalité qui est favorable. La France est le pays avec la 2e natalité d'Europe, derrière l'Irlande. On est quasiment au seuil de renouvellement des générations, avec 2 enfants par femme. Sachez en comparaison que l'Allemagne, nous sommes à 1,4. En 2050, la population française aura rejoint puis dépassé la population. Je pense qu'il faut échapper à cette mode du déclinisme, mais savoir bien gérer sa trésor, savoir bien acheter, bien se couvrir quand on peut mutualiser les achats quand c'est possible, dans le respect strict des droits de la concurrence, bien sûr. C'est vraiment les façons de passer les eaux troubles, parce qu'il faut savoir que la croissance potentielle de l'Europe, c'est une des plus faibles au monde. Mais bon, la France est quand même une des mieux placées, à mon sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vole dans le monde. Avant, il se fixait sur les marchés boursiers. Souvenez-vous, mi-2007, le CAC 40 était à 6200 points. Aujourd'hui, il est à 3006. Donc cet argent-là qui existe, qui a été créé, il ne va pas se mettre sur les marchés boursiers. Ensuite, il se mettait sur les marchés immobiliers. À part la France, il y a quand même eu des cracks un peu partout. Allez voir les plans immobiliers en Espagne. Ça c'est un deuxième point. Donc l'argent, il est allé où? Il est allé sur les commodités, et notamment les matières premières agricoles. Troisième facteur d'instabilité que nous avons, c'est les incidents climatiques qui sont succédés ces derniers temps, sur lesquels nous n'avons pas de prise. Ça a commencé justement en 2011. On a eu Fukushima, on a eu des sécheresses, des inondations. Souvenez-vous que le printemps arabe a été lié aussi à des problèmes alimentaires. Parce que ces incidents climatiques génèrent aussi des incidents géopolitiques qui sont le dernier facteur d'instabilité qui influe sur les cours des matières premières. Donc oui, tout ce qui est instruments, marché à terme, c'est des choses que nous regardons avec attention. Mais il faut regarder aussi quelle est la structure de notre industrie.
97% de nos entreprises sont des PME. 75% de nos entreprises sont des TPE. On ne peut pas avoir des instruments trop compliqués, parce que nous sommes très atomisés sur énormément de métiers différents. Donc les techniques de couverture, ça existe, les techniques de régulation, ça existe, et encore sur certains produits, les techniques ensuite effectivement d'utilisation de marché à terme, très bien, mais ça ne convient, c'est pas la solution à tout. Je pense que notre avantage compétitif sera sur la qualité, sur le travail sur la marque France, et aussi, et je me répète, sur le travail sur la recréation de la valeur dans notre filière. Et c'est ça aujourd'hui, parce qu'on se plaint, on pleure, mais il faut aussi qu'on travaille avec l'aval pour créer de la valeur et réenchanter la consommation alimentaire. Et je crois que c'est une bataille qui mérite d'être menée.